Page jaune. Vivre ici. Laurent, bonjour. Bonjour Bruno. Tu es responsable délivrabilité au sein de NP6, Toujours, qui est un ouais. routeur email. J'ai envie de parler e-réputation. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en parle aussi dans l'email marketing? Pas énormément, et je dirais qu'à l'instar des community managers aujourd'hui qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour n'importe quelle grande marque, il y a peut-être cette lacune aujourd'hui vis-à-vis de l'email marketing. C'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui, elle doit gérer sa réputation aussi via ses campagnes d'e-marketing. On n'en parle pas, mais en fait, elle est hyper importante. Tout aussi importante que pour les réseaux sociaux. Et peut-être même avec des effets peut-être plus néfastes si c'est mal contrôlé. On a pu le voir certaines entités donc récemment qui, de par une mauvaise communication emailing, mal ciblée ou en masse, pouvaient se faire bloquer par de grands opérateurs français. À partir de ce qu'elles ont fait en email et sur la marque, au-delà simplement du côté FAI, structure technique en fait. Au-delà de ça, effectivement, quand on sollicite N base, non dédoublonné, sans avoir conscience derrière qu'une adresse peut recevoir une semaine 7, 8, jusqu'à 14 communications pour le même annonceur, c'est catastrophique. Et ça nuit énormément. Et peut-être même être déporté sur les réseaux sociaux, où des gens vont communiquer du coup sur un Facebook en disant que telle marque, je me suis fait spammer, c'est inadmissible, etc. Donc c'est vraiment une donnée à prendre en considération. Oui. Et quand tu dis qu'une marque se fait bloquer, c'est aussi bien en conquête qu'en fidélisation? Ah, ça peut porter, du moment que le nom-clé, le mot-clé d'annonceur sera référencé dans un email, ça peut être bloqué effectivement. Ouais. Alors pour un e-commerçant, ça peut être dramatique. Catastrophique sur les communications relationnelles, les confirmations de commandes, etc. Oui. Alors comment NP6 accompagne ses clients sur ces problématiques? Je dirais qu'aujourd'hui, le rôle principal d'un bon routeur aujourd'hui, ça va être justement de sensibiliser donc ses clients à tous ces problèmes-là et à respecter évidemment toujours ces bonnes pratiques, de proposer une infrastructure qui respecte l'état de l'art en matière de routage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de protocoles à respecter, des protocoles historiques comme SPF, DKIM qui s'implantent de plus en plus, et d'IMARC qui explose vraiment cette année, donc est reconnu par je dirais, les plus grands MSP, qu'on doit d'appliquer, donc on ne s'improvise pas routeur non plus, il y a tous ces protocoles à intégrer. Et nous aussi derrière, c'est sensibiliser nos clients, déjà implémenter en fait ces bonnes choses donc chez eux ou chez nous, c'est quelque chose qu'on peut opérer, et surtout communiquer au mieux avec la population, leurs adhérents, pour adresser toujours la bonne offre à la bonne personne et au bon moment. Voilà. Et c'est aussi notre devoir d'aider nos clients à peut-être cibler, au-delà du simple métier de routage, ou d'envoyer le mail, ou j'aime pas du tout l'expression qu'aujourd'hui un routeur est tout simplement un canon à mail. C'est pas vrai, je pense qu'un routeur aujourd'hui doit vraiment s'imposer et aider ses clients à mieux segmenter. Voilà. Ça veut dire qu'un routeur qui est avant tout un outil technique a amené une dimension conseil et accompagnement auprès de ses clients en plus de son outil. Inévitablement, oui. On va vraiment aujourd'hui vers une image tout à fait logique en soi. Et c'est mieux d'ailleurs pour un annonceur d'avoir tout au même endroit, c'est-à-dire d'un prestataire qui puisse s'occuper d'une segmentation, l'aider là-dessus et d'envoyer aussi le mail en respectant tous les bons protocoles derrière. Si tu devais donner des 5 points fondamentaux de bonnes pratiques, ou les premiers points qui te viennent à l'esprit pour avoir une bonne délivrabilité et une bonne réputation, quels seront-ils? J'ai l'habitude de citer 3 points qui sont dans un premier temps la collecte de l'adresse, c'est-à-dire qui va constituer la fondation d'une bonne communication emailing. Il faut s'assurer de ce consentement, c'est donc d'opérer en toute transparence au moment où je collecte l'adresse, c'est-à-dire que l'internaute soit au courant des communications qu'il va recevoir, de la nature, des fréquences. Après, inévitablement, ça va être cette exploitation de l'adresse, c'est-à-dire que je dois respecter mon contrat d'engagement au départ. Enfin, si je dis que vous recevrez tant d'emails par semaine sur tel sujet, c'est dans cet axe. Et si je dois déborder ou proposer autre chose, c'est peut-être demander tout simplement le consentement à ma base, d'agir en toute transparence là-dessus. Voilà. La collecte, moi je pousse souvent le double opt-in, qui fait encore malheureusement très peu d'adeptes aujourd'hui, parce qu'il y a toujours cette peur d'avoir ce déficit de collecte. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qu'on va collecter en mode double opt-in sera que du bon, c'est vraiment de la bonne adresse, on est sûr de la véracité de l'adresse, on sait qu'elle répondra, qu'elle est d'accord pour recevoir nos communications et qu'on n'aura pas de souci a priori de blocage en termes de délivrabilité. Parce qu'on a cet engagement qui est clair dès le départ.
Après, quant à l'exploitation, ça va être aussi de mesurer le comportement aussi de mes cibles. La nouveauté aussi cette année, concernant Mail Performance, c'était d'intégrer un peu plus peut-être des données issues du CRM de nos clients pour les mêler à la donnée email et d'arriver à segmenter au-delà du simple critère actif-non actif. Je dirais qu'il y a peut-être le minimum syndical aujourd'hui en termes de ciblage, c'est-à-dire que c'est bien de le faire, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. C'est d'arriver à cibler vraiment sur différents critères d'appétence, distinguer ma population où là, j'ai mes suiveurs, des addicts, des gens où je sais que je peux m'adresser peut-être un peu plus fortement avec eux, qui peuvent peut-être parler de ma marque ailleurs, dans la notion de parrainage, etc., être vraiment des ambassadeurs de mon entité. Il y en existe dans toute base, hein, il y a toujours des fans. Et puis essayer de définir aussi peut-être des réfractaires, ou des gens où une communication peut-être pas de moi suffit, et s'adapter vraiment à ces comportements de lecture. En gros, c'est du comportement humain dont tu es en train de parler. En fait, ça part aussi d'une démarche très simple. On sait qu'aujourd'hui, les grands acteurs MSP tels que Microsoft aujourd'hui se basent sur le comportement individuel des cibles. C'est vraiment une analyse au comportement. J'ouvre pas mon message, je le supprime, Microsoft est juste que le message ne m'intéresse pas, que je le livrerai en boîte en courrier indésirable. Tout simplement aujourd'hui, c'est peut-être d'offrir cette possibilité à nos clients de bosser au niveau comportement individuel également. D'arrêter du ciblage peut-être de masse, mais de cibler un peu mieux en fonction de ces différentes attitudes que la cible peut avoir. Merci beaucoup Laurent. Merci Bruno.